je crois qu'on doit commencer par définir la négociation comme étant la recherche d'un compromis dans un conflit. L'hypothèse, c'est qu'il y a un conflit et la négociation s'oppose à la victoire. La victoire, c'est la destruction physique des moyens de l'autre de continuer à défendre sa position. Et c'est aussi vrai dans les négociations financières que sociales, que stratégiques ou diplomatiques. Il n'y a de bonnes négociations, d'abord que secrètes, et ensuite que directes entre les parties prenantes au conflit. Votre question sur le rôle de l'État pose en fait le problème de la nature de la négociation. Pour toute négociation diplomatique ou stratégique mettant en cause des territoires, des soldats et des armes, l'État est lui-même partie à la négociation. Dans tout cas de conflit où l'État n'est pas lui-même partie à la négociation, il est en général préférable qu'elle se fasse en dehors de l'État, qu'elle se fasse directement entre partenaires. Et c'est très souvent le cas des négociations sociales. Mais je dirais qu'avant la reconnaissance de l'autre, il y a un problème préalable en amont qui est celui de l'acceptation même du principe d'un compromis. Parce que ça ne va pas de soi, dans notre culture, c'est un peu moins vrai en culture scandinave ou anglo-saxonne, mais dans la culture française, le compromis a mauvaise réputation. Il faut d'abord savoir que notre appareil scolaire, en dehors des mathématiques et de la langue maternelle et de langue vivante, apprend aux gens la vie en société à travers l'histoire, mais c'est surtout celle des batailles, et la philosophie. Mais la philosophie, c'est le culte de la cohérence d'une façon de penser, et ça pousse un peu fatalement à l'absolutisme, alors que dans notre même appareil scolaire, il n'y a point d'éducation économique sérieuse, ni sociologique, ni d'histoire sociale, ni d'histoire de la négociation, ni de droit du contrat. Tout ça n'existe pas. Et donc la reconnaissance du fait qu'il vaudrait mieux se sortir d'un conflit par des compromis équilibrés et une solution qui intervienne avant que l'un des partenaires à la négociation soit complètement détruit dans sa capacité de maintenir sa position. Le fait que cette culture existe peu ou pas fait des drames partout. Nous devons la Deuxième Guerre mondiale au caractère extraordinairement brutal du traité de Versailles que Clémenceau a voulu parce qu'il voulait une victoire totale sur l'Allemagne et la destruction de sa puissance militaire. Ce fut de la folie, et il est bien clair que c'est Briand, fin 1917, qui avait raison. Briand, qui avait été plus de 2 ans Premier ministre pendant la guerre de 14-18, qui avait organisé la victoire de la Marne, puis la bataille de Tranchée qui avait tenu, donc qui a été le meilleur des chefs de guerre, et des chefs de guerre de la France pendant cette période. Et vers 1917, il a commencé à comprendre que le rapport des forces était tel qu'il n'y aurait ni vainqueur ni vaincu. Et que si on voulait aller à la victoire totale, on en prenait encore pour au moins 1 an, sinon davantage, avec des millions de morts en perspective. Et Clémenceau lui a fait un procès, il a failli le traîner devant la haute cour. Heureusement, il en a échappé. Mais enfin, nous devons à cette volonté de refus de compromis, donc de refus de négociation, le fait que le traité était un traité humiliant et que l'Allemagne a produit, avant même l'élection d'Hitler, une culture de revanche. C'était logique. Et cette volonté de compromis, naturellement, ne pourra prendre place, de se développer, qu'à la condition que l'autre soit reconnu. Mais dans l'ordre des conditions, je mets le fait de constater qu'il y a impossibilité de victoire totale, et donc nécessité de compromis, avant même la reconnaissance de l'autre, qui va en être le produit.